Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bazar. Cet épisode est la suite de notre excursion chinoise commencée il y a de cela 2 semaines avec Adieu ma concubine. Donc je suis, comme pour chaque épisode pour l'instant, avec Étienne. Salut Étienne. Bonsoir Hugo. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un film taïwanais, donc pas d'un film de Chine continentale. Ce film, c'est Salé sucré d'Ang Lee, troisième film du réalisateur taïwanais, sorti en 1994. Et je te laisse tout de suite la parole, Étienne, pour nous en dire un peu plus au sujet de ce film. Ouais, donc tout comme la première fois, j'aimerais d'abord un petit peu parler du cinéma taïwanais en tant que tel. On avait évoqué justement les différentes identités chinoises au sein même de ce qu'on appelle le cinéma chinois, donc c'est-à-dire la Chine continentale, le cinéma hongkongais et le cinéma taïwanais. Donc là, c'est un film de Ang Lee et c'est un natif de Taïwan, donc la petite île. Et voilà, donc je pensais encore une fois que c'était un petit peu nécessaire de revenir rapidement sur la situation du cinéma taïwanais. Donc Taïwan, il faut savoir que c'est une île qui a eu une évolution historique au cours du XXe siècle plus ou moins complexe, c'est-à-dire que ça a été une colonie japonaise depuis 1895, puis elle a été récupérée par la Chine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et donc voilà, ce contexte historique et politique a grandement influencé la situation du cinéma taïwanais. Donc, comme je l'ai dit, avec la colonisation japonaise, puis la dictature militaire et la création de la CMPC. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir en 1954 pardon, se dote d'un organe qui se consacre au cinéma. Et c'est à la fois un appareil administratif et studio de production qui est d'abord uniquement voué à la propagande anticommuniste. Donc c'est ensuite là que le cinéma indépendant en langue taïwanaise commence à se développer et c'est en dehors de ça qu'à partir des années 60 se développe une production qui est plus locale et qui, disons, s'oppose au cinéma dont la langue est le mandarin. Et c'est à partir des années 60-70 qu'il y a l'arrivée de plusieurs réalisateurs hongkongais, avec notamment King Hu, qui tente plus ou moins de s'établir dans l'île pour développer des projets plus personnels, à l'écart des systèmes de studio écrasants de la Chine continentale. Euh, donc voilà, Taïwan c'est assez largement relié à Hong Kong durant les années 60-70. Et il y a pas mal de difficultés d'attribution de nationalité au film. Mais c'est vraiment à partir des années 80 que le cinéma taïwanais va décoller, avec un assouplissement du régime et une nouvelle génération qui va émerger. Donc, génération qu'on aime appeler ici en France la nouvelle vague taïwanaise, qui est menée par Edward Yang et Wu Xiaoxian, avec notamment la signature du manifeste du nouveau cinéma en 1986. Donc c'est un peu l'ensemble des jeunes protagonistes de ce mouvement-là qui comporte aussi des critiques, un peu à l'image de la nouvelle vague française, euh, et qui vont se faire partisans de ces évolutions et qui obtiennent eux-mêmes des responsabilités au sein de la CMPC, et qui vont jouer un rôle important dans le soutien que l'agence gouvernementale apporte justement à ce mouvement. Donc, comme je l'ai dit, 4 réalisateurs majeurs, enfin surtout 3, c'est-à-dire Aoshi Ocean, Edward Yang et Tsai Ming Lang, qui ont tous les 3, disons, une approche assez différente du cinéma, avec chacun des spécificités. Mais il y a tout de même une reconnaissance qui est très fragile au sein justement de cette nouvelle vague taïwanaise. Donc, ils ont un assez bon rayonnement international. Il y a des films qui sont coproduits par les États-Unis et par la France, comme par exemple Millennium Mambo. Et donc ça va vraiment contraster avec le cinéma hongkongais, qui est une industrie très puissante, ou alors le cinéma chinois qui opère un contrôle politique assez puissant. Voilà grosso modo pour la situation du cinéma taïwanais. Et Et c'est en donc, fait, voilà. non, mais Vas-y je Hugo. voulais dire, Salé sucré, donc, survient dans ce contexte-là, qui est en fait, qui correspond chronologiquement pratiquement à la sortie d'Adieu ma concubine, dont nous avions parlé un peu plus, dont nous avions parlé précédemment. Vous pouvez aller voir le podcast qui est consacré à ce film. Et je voulais juste faire la parenthèse pour dire que
y a peut-être quelque chose d'intéressant à noter que ce film, c'est probablement pas une réponse, hein, mais il paraît dans un contexte qui est lui-même un contexte parallèle de celui qui était celui d'Adieu ma concubine et dont nous avons détaillé les caractéristiques il y a 2 semaines. Enfin, je t'ai coupé pour ça. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. À ceci près que le réalisateur, donc Ang Lee, on peut dire que c'est en quelque sorte un aérolithe, une sorte de comète dans le cinéma taïwanais. Il est assez inclassable. On sait que voilà, le cinéma chinois a eu beaucoup de présence à l'international. Il y a une véritable dimension transnationale, parce que c'est un pays qui est porté par ses diasporas en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Australie. Et si Hong Kong a longtemps dominé cette production, qui a attiré des talents comme Bruce Lee ou Jackie Chan, et que Hollywood les a progressivement intégrés, Ang Lee, lui, va s'inscrire dans une dynamique internationale, encore une fois, sauf que lui, il est taïwanais. Donc c'est un des seuls taïwanais qui s'exporte très largement, qui est formé aux États-Unis. Donc il est parti vivre aux États-Unis. Ses premiers films sont des coproductions euh, américaines et taïwanaises, et il a notamment été le camarade de classe de Jim Jarmusch et de Spike Lee, par exemple. Donc c'est en quelque sorte un cinéma fusion entre cinéma chinois et occidental. Et à travers ces 3 premiers films, du coup, donc, dont Salé Sucré vient clôturer en quelque sorte. Donc il y a Pushing Ends, Le Garçon d'honneur et Salé Sucré. Et ce sont 3 films, en quelque sorte, qu'on pourrait appeler Quand l'Orient rencontre l'Occident. C'est-à-dire que ça va mêler traditions chinoises et ça va les confronter à la modernité occidentale, par exemple au mariage, à l'identité sexuelle, aux pressions familiales, à la famille chinoise, face à la mondialisation. Et si les 2 premiers films, donc Pushing Ends, sorti en 92, et Le Garçon d'honneur, sorti en 93, sont, disons, ont un caractère largement américain, par exemple, Le Garçon d'honneur, c'est une screwball comédie, où les 2 premiers films se passent effectivement à New York, du moins aux États-Unis. Le Salé Sucré va en quelque sorte être le retour au pays, c'est-à-dire que Ang Lee va retourner filmer à Taipei pour livrer une chronique familiale profondément taïwanaise. Et tu viens de décrire donc l'essentiel des thèmes du film. Il est très fréquent quand on parle du cinéma et de l'art d'Extrême-Orient d'opposer cette fameuse tradition à cette modernité. Il est devenu commun un peu de se moquer de ce genre de réflexe quand il est question par exemple du Japon. Chez Ang Lee, c'est explicite, donc c'est difficile de passer à côté. Donc parce que pour résumer le sujet de Salé Sucré, c'est l'histoire, c'est la chronique familiale autour d'un grand chef taïwanais, presque le plus grand chef de Taipei, qui vit avec ses 3 filles et qui entretient avec chacune de ses filles une relation particulière. Et le film étudie la vie individuelle de chacun des membres de cette famille et les relations que chaque membre peut avoir avec les autres membres de sa famille. Donc chronique familiale, qui prend place dans le milieu de la gastronomie, très important dans le film, et qui sert à Ang Lee à commenter un petit peu et à faire vivre à l'écran la tradition, le savoir-faire, l'identité. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est les sous-titres, mais il parle de cuisine chinoise, pas taïwanaise. Donc, pour ce qui est du détail, je ne rentrerai pas dedans, et nous prenons toujours toutes nos précautions quant au lien entre la Chine et Taïwan, mais en tout cas, il est clair qu'il y a une filiation assumée au niveau au moins culturel pour ce qui est de la gastronomie. Et tout ce dont tu parlais sur le plan thématique, c'est-à-dire le lien entre l'Occident et l'Orient, la tradition, la modernité, et surtout la confrontation d'une structure qu'on pourrait dire forte, qui serait la famille, face à des tensions qui sont issues presque d'une sorte d'extériorité ou qui viennent sourdre comme ça. Tu parlais d'homosexualité très fréquente chez Ang Lee, qu'elle soit explicite ou qu'elle soit implicite. Cette tension entraîne des fractures et crée le propos dramatique du film. D'ailleurs, le film est considéré comme une comédie dramatique. Pour le coup, ça lui convient très bien parce que une des premières choses que j'aimerais dire sur le style d'Ang Lee, c'est que c'est quelqu'un qui manie beaucoup la variation, le changement de ton, comme
On le voit beaucoup, je sais pas moi, tu parlais tout à l'heure de Spike Lee qui était son camarade de classe. Bon, et ben Spike Lee, c'est quelqu'un qui pratique énormément le changement de ton. Ou Chez Frank Ang Capra, moi je dirais même Frank Capra, tu vois, dans une certaine mesure. On en revient à la screwball comedy, mais par exemple New York Miami, tu vois, des films comme ça, des films qui arrivent à être en même temps très tendres, assez amusants et parfois plus graves. Bah, Donc il y a complètement vraiment ce côté, comme tu le dis, de mélange de genres. le style de Capra, c'est complètement, ce mélange de comédie et de drame, qui convient en fait parfaitement à l'appellation comédie dramatique, qui, une fois sur 2 tombe à côté quand elle désigne un film, mais qui dans le cas des films d'Ang Lee, fonctionne plutôt bien. Hem, bon moi je profite là d'avoir la parole pour te demander en fait, très clairement, qu'est-ce que tu as pensé du film? Ça m'intéresse. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Ang Lee est un cinéaste assez intéressant, à vrai dire, parce que très difficile à cataloguer. Alors, dans ses trois premiers films, on sent clairement une patte, voilà. On sent qu'il y a un projet, qu'il veut aller quelque part, mais quand on connaît sa carrière un petit peu plus en détail, c'est très largement réjouissant de voir il a en même temps manié l'expérimentation technologique dans une sorte de nouveau cinéma avec l'Odyssée de Pi, Gemini Man, un peu à la manière d'un James Cameron ou même d'un Peter Jackson. En même temps, il a réussi à faire des films un peu plus intimistes comme Brokeback Mountain. D'ailleurs, encore une fois, un film premier film, il me semble, d'un réalisateur non américain oscarisé. Euh, il a fait des Wuxian avec Tigre et Dragon et ça a quasiment opéré une révolution mondiale. Donc voilà, j'étais très très curieux de voir euh, où est-ce que ce réalisateur allait aller en traitant un sujet qui lui est un petit peu plus familier, un sujet un petit peu plus intimiste. Et j'étais assez réjoui de voir la manière dont justement il manie cette espèce de petite fresque familiale avec, comme tu le disais, la variation des genres, cette espèce de polyphonie, de mosaïque, où en fait chaque bloc de subjectivité va s'entrechoquer avec un autre bloc de subjectivité. Donc il y a la figure du patriarche, le père, le grand chef cuisinier qui est incarné par Lung Chung, qui va revenir dans ses trois premiers films, ou ses deux premiers, je suis plus sûr, et ses trois filles. Donc ça va être grosso modo quatre visions du monde qui vont s'entrechoquer. Et ces trois filles incarnent plus ou moins différentes réponses à la modernité, avec une de ces filles qui se réfugie dans la tradition et la religion, et dans le refus du changement, l'une qui va incarner la femme moderne avec la réussite professionnelle, l'indépendance, mais qui sera désillusionnée, et enfin la dernière qui, elle, est plutôt une nouvelle génération détachée des valeurs traditionnelles. D'ailleurs, on la voit travailler à McDonald's, ce qui est assez détonnant, justement, quand on sait que son père est un éminent chef cuisinier. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était un film qui était habile, autant dans son découpage. Ang Lee d'ailleurs parlait d'approche cubiste. Il expliquait qu'il avait tenté d'avoir justement une vision cubiste sur l'ensemble de son film, c'est-à-dire un petit peu en quelque sorte d'agencer des blocs qui en fait seraient éclatés, mais qui finalement se rejoignent dans un espèce de grand tout cohérent. Une Ça très belle fonctionne très habileté bien. aussi. Ça fonctionne très bien parce que le film est très lisible. Finalement, c'est un film qui est, qui est généreux en termes d'humour, de rebondissements dramatiques, de, mmh, de ressorts émotionnels, mais qui, quand on le regarde attentivement, n'est pas si simple du point de vue de sa structure et peut même parfois dérouter un peu dans la manière dont s'enchaînent les différentes cellules narratives. Et Exactement. c'est pas toujours fluide, mais on sent qu'il y a une volonté, de commentaires, d'opposition, de contraste dans ce refus parfois de la fluidité. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, on est en dehors du schéma narratif classique, et donc il y a une approche qui est beaucoup plus fragmentée, avec ouais, voilà, cette multiplication de points de vue. Chaque personnage est vraiment scruté sous plusieurs angles pour refléter justement leurs trajectoires et leurs contradictions. Et bon, moi je te suis globalement sur tout ce que tu dis, la qualité du film. Je parlais de petits alors pas de problèmes de fluidité, donc de refus de la fluidité parce que, bon,
Pour ceux qui veulent voir Ang Lee réaliser des films fluides, ils n'ont qu'à aller voir Un jour dans la vie de Billy Lynn et ils verront qu'il en est tout à fait capable. Que c'est pas tout à fait le propos de Salé Sucré. Euh, Ça paraît être une évidence quand on décrit le sujet du film, mais ce qui est très intéressant, c'est que les personnages se révèlent dans leur rapport aussi à la nourriture, à la gastronomie, à toute cette vie quotidienne que permet de scander la nourriture, parce qu'elle représente, représente la tradition du repas familial, elle représente les fêtes, elle représente les moments de révélation, elle représente la convivialité, elle représente le non-dit et le dialogue. Et il y a une plasticité de la nourriture dans le film, qui est utilisée comme un moyen narratif et comme un vecteur psychologique très fort. Donc toutes ces choses-là font de Salé Sucré, je crois, un film assez passionnant. Et d'ailleurs, Ang Lee est un cinéaste passionnant, pour toutes les raisons que tu as évoquées, et je trouve qu'il est un peu triste qu'Ang Lee, finalement, soit un nom qu'on entend très peu citer. Bon, il est, comme tu le dis, il est oscarisé, il a été nommé plusieurs fois aux Oscars, ce qui n'est pas rien quand même pour un cinéaste d'Extrême-Orient, ça n'arrive pas souvent, et on lui a confié des films à gros budget, des grosses productions. Malgré tout, je ne crois pas que le nom d'Ang Lee aujourd'hui fasse bouger les foules et qu'il captive particulièrement l'attention critique. Et, je conseille à ceux qui sont curieux de savoir ce qu'il en est vraiment, qui est cet homme qui a gagné tant de récompenses, de commencer par exemple par Salé Sucré ou par Brokeback Mountain s'ils veulent la veine, disons, américaine, mais de commencer par Salé Sucré, tu pourras me corriger si tu n'es pas d'accord, mais me paraît être une porte d'entrée tout à fait riche et claire pour comprendre ses obsessions, son style et son originalité. Oui, ou du moins l'un de ces trois premiers films, peut-être un peu moins Pushing Ends, mais en tout cas Le Garçon d'honneur fait largement l'affaire. C'est un film qui est très, très, très habile également. D'ailleurs, on aurait tout aussi bien pu l'aborder. Mais oui, mais je pense que tu as raison quand tu parles du fait que Ang Lee ne fasse pas bouger les foules. Moi, justement, je dois me confesser, hein, je plaide coupable. C'est Hugo qui avait proposé de regarder Salé Sucré. Et au début, quand il m'a cité le nom d'Ang Lee, je me suis dit, oh, encore un cinéaste. J'avais Hulk en tête, l'Odyssée de Pi, et finalement, je me suis intéressé au bonhomme et j'ai été très agréablement surpris. Et par ailleurs, je peux conseiller pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir plus sur Ang Lee, d'aller lire Nathalie Bittinger, qui est une maître de conférence en études cinématographiques et agrégée de lettres modernes. Et c'est par ailleurs, je crois, une des plus grandes spécialistes du cinéma asiatique et plus largement chinois en France. Elle a écrit un livre sur 2046 de Wong Kar-wai. Donc moi, elle m'a été très utile justement dans la compréhension du travail d'Ang Lee. Et voilà, juste pour le petit conseil lecture, mais reprenons. Mais c'est bien, il faut conseiller des livres, surtout que nous ne cessons depuis 2 épisodes que nous parlons du cinéma chinois d'évoquer on va dire le manque d'intérêt de l'Occident pour ce cinéma-là. Donc quand des chercheurs écrivent des livres, des articles, produisent quelque chose de fourni à ce sujet, il ne faut pas hésiter à renvoyer les gens vers leur travail, comme nous l'avions fait pour Jean-Michel Frodon dans le premier épisode. Pour parler plus largement du cinéma taïwanais, de mon point de vue, c'est ce qui va me permettre de parler du style d'Ang Lee un petit peu, au moins de d'effleurer certaines de ses caractéristiques encore. J'ai commencé à regarder des films taïwanais avec Hao Xiaoxian et plus tard Edward Yang, et j'ai vu très peu de films taïwanais, mais c'est un continent de cinéma pour moi absolument fascinant. Peut-être l'un des pays de cinéma qui m'a le plus touché. Moi qui suis plutôt, il faut le dire, quand même friand de cinéma américain. Alors c'est bon, c'est peut-être un peu réducteur parce que j'aime beaucoup de choses, mais Taïwan c'est l'un des cinémas qui m'a le plus stimulé. Et quand je compare les films de Hao Xiaoxian et d'Edward Yang, par exemple, malgré toutes les différences que je leur trouve, je ne peux pas m'empêcher de voir dans le rapport au contemporain, à la contemplation, à la mélancolie, des similitudes que je ne retrouve pas, ou pas de la même manière, chez Ang Lee, qui est un cinéaste dont la tonalité et l'énergie formelle me semblent l'isoler de ses contemporains taïwanais. Et c'est pour ça que le placer dans la nouvelle vague taïwanaise, je ne saurais dire que c'est une erreur, et je ne le crois pas, et je ne suis pas le mieux placé pour l'affirmer.
Mais j'ai l'impression en tout cas que c'est une figure vraiment singulière dans cette nouvelle vague taïwanaise, pour les raisons que nous avions évoquées, parce qu'il a fait des films aux États-Unis, parce qu'il a un style différent, et parce qu'il a une manière différente aussi d'appréhender un paysage comme Taipei, la nuit urbaine. En fait, on a presque le sentiment, et je veux pas faire de psychanalyse, mais que son regard est le regard de quelqu'un qui est passé par autre chose, qui a connu les États-Unis, qui a connu un autre cinéma, et qui porte un regard de retour à la maison, et, et il y a un rapport mélancolique ou de distance qui est différent de celui qu'on retrouvera chez Edward Yang. Je sais pas Alors, si... c'est très très juste, et j'ai justement un point assez intéressant pour complètement appuyer ta thèse. Salé sucré, grosso modo, c'est un film qui est né d'une hybridation culturelle, et en fait, justement, ça a été écrit à 6 mains, il me semble, donc c'est complètement transnational. Donc il y a eu Ang Lee, et, excusez-moi s'il vous plaît pour la prononciation, mais Wang Yuling et James Shamouche qui est son producteur, et en fait, qui va être en quelque sorte le reflet du mélange de perspectives chinoises et occidentales, avec une représentation du brassage culturel qui façonne le nouveau visage de Taipei. Euh, donc c'est le fruit de la contribution d'un producteur qui est américain et de la scénariste taïwanaise Dang Lee. Et en fait, quelque chose d'assez intéressant, c'est que Shamouche a réécrit certaines scènes avec une sensibilité juive. Donc voilà, le producteur d'Ang Lee est juif, et Ang Lee était très rarement convaincu par ce qu'il écrivait, jusqu'au moment où Shamouche a décidé d'écrire en fait une famille chinoise par son prisme de juif, c'est-à-dire qu'il a essayé de représenter une famille juive bordélique en abordant justement le cinéma chinois. Et c'est à partir de ce moment-là que paradoxalement, ça a marché et que ça a renforcé la crédibilité chinoise de la famille présente dans le film Salé Sucré. Donc il y a ce côté-là un petit peu où, en prenant de la hauteur, en ressortant de Taïwan, il arrive à capter quelque chose de plus sensible et de plus profondément ancré, en justement un petit peu se dépouillant de tout ce qui fait l'essence taïwanaise. Euh, Voilà. il est vrai que l'énergie familiale du film, cette énergie bordélique, comme tu dis, cette sorte d'humour permanent dans un drame, des non-dits et des choses mal dites, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait penser, par exemple, au film de Noah Baumbach, ou un petit peu au cinéma de James Gray, bon, sur une toute autre tonalité. Euh, un peu au cinéma des frères Cohen, à Serious Man. Alors bon, effectivement, en regardant le film, je me suis pas dit, tiens, famille juive. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a une énergie, un débordement dans la pudeur, c'est cette espèce de paradoxe, qui renvoie à cette tradition du cinéma juif, plutôt new-yorkais, j'ai l'impression. Et c'est assez passionnant, je trouve, de faire ce parallèle-là. Parce que, bon, ben ça, le cessons de le dire, mais Salé Sucré est un vrai, très beau film sur la famille et sur l'amour familial. Et dans sa simplicité, de ce point de vue-là, il est vraiment très touchant. Ça m'a beaucoup remué à titre personnel. Je trouve que le regard d'Angly sur les liens d'une famille est d'une vraie pudeur, et qu'on tient, en plus d'un cinéaste très habile, très talentueux, capable d'être foisonnant et plein d'énergie, on tient un vrai cinéaste sensible. euh, et ça vaut encore plus le coup de le voir pour ça. C'est un film, tu parlais de cubisme, qui aborde un sujet sous tellement d'angles différents qu'il est difficile de ne pas y trouver son compte. En fait. En tout cas, si on est sensible au moins aux thèmes qui sont ceux du film. Ouais. Et en plus de ça, c'est justement, tu parlais de la simplicité en quelque sorte du scénario, du moins son apparente simplicité, mais derrière, dans son dispositif, je veux dire, dans sa technique, c'est un film qui est quand même très très impressionnant, je trouve, qui a un travail qui est très minutieux sur la mise en scène des plats. Tu parlais justement de tout à l'heure d'exaltation, enfin de plasticité de la nourriture, avec voilà, cette espèce d'exaltation sensorielle. Voilà, donc Ang Lee le dit, hein, lui, ce qu'il voulait faire, c'était faire saliver les gens. Et Ça fonctionne bien. Hein. il s'est confié, oui, je suis d'accord, sur la difficulté justement de photographier des aliments et de créer des plans suggestifs tout au long du film.
Et justement, il expliquait qu'on peut pas se contenter d'exposer juste des beaux plats pour mettre en appétit les spectateurs, mais qu'il fallait orienter le public, montrer la préparation de la nourriture, représenter tout le processus de cuisson. Voilà, donc dans un film, on ne peut pas humer, on ne peut pas sentir, on ne peut pas goûter. Et donc tout ce qu'on peut faire, c'est regarder, et la manière dont la vision est orientée devient cruciale. Euh, voilà, et il y a notamment quelques scènes, comme la scène fondatrice, je crois, la première séquence a pris 8 jours pour être filmée, pour uniquement faire 4 minutes de film. Donc Donc je sais une pas si on se séquence rend dans compte, laquelle c'est quand il même... cuisine, il prépare un grand, c'est celle-là dont tu parles, hein, donc il prépare un grand repas pour le traditionnel repas familial hebdomadaire. C'est ça. Donc pour capturer la lumière, les reflets, les sons, les couleurs, les matières, tout ça, ça a pris 8 jours. Donc c'est quand même assez surprenant, quoi. Et en Parce- plus de ça, Ang Lee s'autorise à changer, à varier, disons, un petit peu les styles graphiques. Il y avait cette scène, je me souviens, dont tu m'avais parlé, qui t'avait justement marqué, et je ne peux qu'acquiescer, c'est le premier moment où justement le patriarche rentre dans une cuisine pour sauver un banquet chinois. Assez extraordinaire. Il pénètre dans la cuisine, elle est débordante de chaleur, d'énergie, de vapeur. On filme toutes les déclinaisons possibles de la cuisson, des viandes, des poissons. C'est extrêmement riche. On a une sensation d'abondance, de présence de la nourriture, d'opacité du décor, pardon, d'opacité du décor, saturé de graisse, d'odeur, de saveur. Euh, il est très habile dans la manière de rendre visible des choses qui sont censées ne dépendre que du goût. Et bon, nous sommes tous les deux particulièrement amateurs de cuisine chinoise, et ça fait son effet, hein. Si ça vous plaît, si vous n'êtes ne serait-ce qu'intéressé par la cuisine chinoise, on filme les techniques traditionnelles, de découpe, de cuisson, de mélange. C'est vraiment un film qui fait une belle place au panel technique d'un cuisinier. C'est ça, le montage au couteau, composition picturale, des gros plans qui sont très alléchants, presque une dextérité qui est proche de celle des arts martiaux, hein, avec carrément une chorégraphie culinaire qui va presque dicter la mise en scène, par exemple avec des moments de découpe ou de cuisson des aliments, quelque chose de très sensoriel, euh, encore une fois. Et même si dans l'idée, moi je pensais avant de voir le film que j'allais assister, alors je m'étais pas du tout renseigné sur le synopsis, mais je pensais que j'allais assister euh, un petit peu à la manière du festin chinois de Choi Ark, un film principalement sur le monde de la restauration, le monde de la cuisine. Et en fait, c'est comme tu disais au début, c'est avant tout un vecteur, une sorte de métaphore du monde en mutation. C'est pas pour rien que justement le grand chef cuisinier, donc le père, a une perte de goût, qui est en quelque sorte le symbole de son inadéquation avec son époque et du déclin des traditions, justement dans une Taipei qui tend à se moderniser. Et ça, j'ai trouvé ça assez fin aussi, voilà, de représenter justement cette déconnexion avec l'époque, par le goût, par la perte de ce qui faisait en quelque sorte le sel de la vie du personnage. Et justement, il comparait ça avec la surdité de Beethoven, par exemple. Il est vrai que nous n'avions pour l'instant pas abordé cette surdité qui est un moteur narratif important, et je te remercie de le faire, parce que elle est, euh, elle est capitale dans le rapport qu'il entretient avec ses proches, donc avec cet ami à qui il fait goûter les plats et qui a un visage extrêmement expressif, et donc Ang Lee joue de cette élasticité du visage, parce qu'Ang Lee, et ça il faut le dire, je crois que c'est capital et que c'est ce qui servira le mieux notre épisode et notre défense du film, est un cinéaste généreux, dont le style est généreux, et qui, depuis quelques années en tout cas, ne récolte pas les fruits de cette générosité. Et donc, pour conclure, moi je conclurai comme ça, je conseille aux gens, vraiment, ceux qui ont envie d'être dépaysés, d'avoir affaire à un cinéma foisonnant, généreux, un cinéma qui est fait pour un public, je leur conseille d'aller regarder les films d'Ang Lee et de peut-être, qui sait, de mettre un pied dans le cinéma chinois par ce biais-là. Oui, et pour ajouter quelque chose, on parlait justement dans l'épisode sur Adieu ma concubine, justement du caractère chinois des films chinois. Bon, c'est logique, excusez-moi pour cette débilité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en quelque sorte, la difficulté que le spectateur occidental peut avoir à s'immerger dans un cinéma qui est totalement
inconnu, qui lui est totalement étranger. Et là, en l'occurrence, pour les films d'Ang Lee, on n'a pas du tout cette sensation de dépaysement, donc on l'a tout de même par la langue, mais vu qu'il tend à mélanger l'Occident et l'Orient, que ces films prennent place parfois à New York, qui montrent la diaspora chinoise en Occident, ou qu'alors il montre l'influence occidentale en Chine, enfin à Taïwan, et que son style est très largement influencé par la screwball comedy, ou peut-être par les drames asiatiques et confucianistes. On n'a pas cette sensation de dépaysement total, on s'y retrouve assez facilement, il fait des... Justement, il y a même quelque chose d'assez théâtral parfois dans sa mise en scène, qui dénote beaucoup avec justement le théâtre chinois ou justement les autres grands cinéastes de la nouvelle vague taïwanaise. Donc c'est vraiment un film, c'est des films qui sont vraiment universels en fait. On parlait dans le premier épisode rapidement, je me souviens de l'avoir évoqué, de ce côté un peu apatride chez Ang Lee. Au-delà d'être apatride, il est universel finalement et il est compréhensible par tous. Et je pense que c'est une de ses grandes forces. Et je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée au cinéma asiatique et chinois, justement pour comprendre les subtilités, parce qu'elles sont exposées de manière assez frontale finalement, de comprendre les subtilités justement de cette culture, tout en restant dans des formes qui sont assez voisines à celles qu'on a l'habitude de côtoyer quand on a grandi en France et qu'on a été bercé par les films américains, les films français, la comédie et tout ce qui va avec. Oui, merci pour cette conclusion, Étienne. Je la trouve très bien. Je pense que nous allons pouvoir clore l'épisode là-dessus, sur tes conseils. J'espère que ça motivera des gens à aller voir les films d'Ang Lee, à regarder Salé Sucré, à regarder du cinéma chinois. Et notre détour en Chine n'est a priori pas terminé pour l'instant. Nous y resterons encore un tout petit peu. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et à très vite pour un prochain épisode de Bazar.